Voilà, bonjour chers amis, chers collègues, chers frères du continent. Nous voilà encore une fois pour essayer de faire un décryptage, une analyse par rapport à la situation sur le continent africain. L'occasion nous a été donnée avec cette ZLEC qui a signé 44, je vais dire 44 pays africains. Donc, bizarrement, j'ai attendu pour voir des commentaires de nos experts. Malheureusement, nos experts sont trop occupés à décrypter l'actualité ailleurs. En fait, beaucoup d'entre eux sont vraiment très très occupés sur l'affaire Skripal. D'autres commentent beaucoup mieux la guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis. D'autres encore sont préoccupés par la situation Est-Ouest. Et peu d'entre eux, en tout cas, ont manifesté un intérêt à vouloir offrir un décryptage sérieux par rapport à cette zone de libre-échange qui a été signée le 21 mars 2018. Donc, permettez-moi d'abord de rappeler que l'idée d'une union économique, d'une intégration en tout cas de cette sorte, est vraiment ancienne. À la création de l'OUA en 1963, donc il était question de vouloir faire avancer l'intégration entre les peuples d'Afrique. Donc la seule fausse note qu'il y avait, c'est qu'en fait dans les principes de l'OUA, il était clairement proclamé l'intangibilité des frontières. Et ceci était paradoxal pour une organisation qui voulait unifier les pays africains. Ça, c'est d'abord un problème. Mais permettez-moi de rappeler que la conférence au sommet d'Alger, en septembre 1968, à Addis Abeba en 1970 et même en 1973 avec Addis Abeba bis, stipulait clairement que l'intégration économique du continent est une condition sine qua non pour la réalisation des objectifs de l'OUA. Donc, la décision de Libreville de juillet 1977 qui entérinait la déclaration de Kinshasa par le Conseil des ministres en décembre 1976, relative aussi à la création d'une communauté économique africaine. Donc, objectif qui devait être atteint par étapes successives. Je crois bien que c'est le cœur même de l'idée du traité d'Abuja dont je reviendrai tout à l'heure. Donc, en fait, le plan de Lagos aussi, permettez-moi aussi de citer le plan de Lagos, parce que c'est un plan qui a vraiment joué en cela, parce que le plan de Lagos, c'était en avril 1980. Il réaffirmait l'engagement à créer d'ici l'an 2000. Vous voyez, hein, l'objectif, le target en termes de timing, c'était l'an 2000. D'ici l'an 2000, une communauté économique africaine, afin d'assurer l'intégration économique, sociale, culturelle du continent africain. Donc, toutes ces échéances-là ont peiné à voir le jour. Et voilà une des raisons pour lesquelles même on a changé l'OUA, parce qu'il y avait trop d'objectifs qui n'ont pas été atteints, et créé ce qu'on appelle l'UA, l'unité africaine. Donc, en matière significative quand même, si on parle de la ZLEC, le traité le plus significatif en tout cas, qui a théorisé cette ZLEC-là, qui l'a identifié avec un horizon temporel clair, je vais dire que c'est le traité d'Abuja. Le traité d'Abuja, c'était en 1991. Et paradoxalement, le Nigeria n'a pas signé. Je vais revenir tout de suite sur cette problématique-là. Le traité d'Abuja identifiait 6 phases dans lesquelles va passer l'intégration en tout cas africaine, pour devenir une union économique. Ces 6 phases-là vont se dérouler en 34 ans au minimum, sinon à 40 ans. Donc on voit toujours cette colonisation-là qui est toujours de rigueur, parce qu'en fait l'Union européenne, depuis le traité de Rome, le traité de 1957 jusqu'en 1999, a fait 42 ans. Donc peut-être que quelques cadres africains ont vu que l'exemple européen est un exemple à suivre. Donc ils ont théorisé entre 34 et 42 ans. Donc la première phase avait débuté en 1994. De 1994 à 1999, il s'agissait de renforcer les CR, les communautés économiques régionales. Il y en a 8 sur le continent africain, je vais y revenir tout à l'heure. Donc de stabiliser les barrières tarifaires et les barrières aussi non tarifaires dans chaque communauté économique régionale. Primo. Entre 1999 et 2007, la deuxième phase, il s'agissait de donner un calendrier en tout cas sur la suppression des barrières, d'harmoniser les droits de douane
de renforcer un peu l'intégration aussi sectorielle. Donc, entre autres, c'était les projets, ou bien les programmes qui, étaient, voilà, qui ont été identifiés. De 2007 à 2017, donc, il s'agissait de la création, en fait, de la zone de libre-échange. En fait, l'objectif, c'était de le créer en 2017, n'est-ce pas? Encore une fois, l'Union africaine rate toujours des échéances. En tout cas, ça, c'est une habitude de l'Union africaine. Il y a un problème de la gestion du temps. Et surtout, il y a un problème par rapport à la priorisation des politiques et surtout des décisions. Ça, on va y revenir parce que la SLEC a été vraiment grandement attaquée par beaucoup d'experts. Donc, nous allons y revenir, Inch'Allah. Donc, de coordonner et d'harmoniser les systèmes tarifaires et non tarifaires, c'était aussi un des objectifs entre 2007 et 2017, n'est-ce pas? Donc, nous voyons déjà que l'objectif de la création d'une zone de libre-échange dans chaque CR, cet objectif-là n'a pas été atteint. Elle n'a pas été atteinte parce que dans les 8 CR, il y en a qui sont encore dans un état d'autarcie zonale. Ils n'ont encore rien fait. D'autres, par contre, sont arrivés à un degré d'intégration assez élevé. Ils ont passé même la zone de libre-échange pour devenir un marché commun. Donc, on va revenir aussi sur cela, sur les étapes, en tout cas, selon Bella Balassa, de l'intégration régionale. Donc, de 2017 à 2019, il s'agissait d'avoir des politiques sectorielles communes, n'est-ce pas? L'harmonisation des politiques monétaires, financières et surtout budgétaires. C'était ça l'objectif, en tout cas, qui devait être poursuivi. Entre 2019 et 2023, qui est la 5e phase, on parlait de libre circulation des personnes, d'un marché commun africain et la création d'une union économique. Et maintenant, enfin, la dernière phase, la 6e, de 2023 à 2028, là-bas, il s'agira de créer la Banque centrale africaine, le Parlement africain, soit effectif, voilà, et surtout, l'essor surtout des multinationales africaines. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle le traité d'Abuja. Maintenant, permettez-moi de revenir un peu sur la zone de libre-échange. Qu'est-ce qu'une zone de libre-échange déjà? Donc, la zone de libre-échange correspond en tout cas à une phase, en tout cas, de l'intégration. L'intégration a été identifiée, comme je disais tout à l'heure, par Bella Balassa. Il nous a parlé, il nous a entretenu, en tout cas, de 4 étapes. 4 étapes qui sont vraiment importantes que passe toute intégration. La première, c'est l'accord de libre-échange. Dans cet accord-là, on négocie, des pays s'accordent en tout cas pour supprimer toutes les barrières tarifaires, c'est-à-dire les droits de douane, et d'amoindrir et même de régler les restrictions. En fait, on va les amoindrir, ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Donc, on va essayer de les comprimer tout en gardant chacun sa politique commerciale. Donc, chacun est vraiment souverain et déploie commercialement sa politique par rapport à ses partenaires. Donc, en fait, c'est ça une zone de libre-échange. Si ces pays-là évoluent encore, ils vont devenir une union douanière. Dans l'union douanière, en fait, c'est l'harmonisation même par la TEC. Il y a une TEC qui a été faite. Vous voyez que dans beaucoup de zones de la sous-région, comme la zone COMESA, la zone SADC, la zone CEDEAO, il y a un TEC qui est là-bas. Donc, ils ont dépassé un peu le stade de zone de libre-échange en réalité. Donc, après l'union douanière, il y a ce qu'on appelle le marché commun. Le marché commun, c'est, voilà, là-bas, c'est les libres mouvements de personnes, etc. Il y a beaucoup d'autres choses. Et enfin, l'union économique, qui donne des politiques communes, des politiques aussi bien agricoles, budgétaires, commerciales, etc. Donc, voilà les 4 étapes de l'intégration. Bien sûr que l'étape de base, qu'on appelle l'autarcie, c'est un pays qui ne veut pas échanger avec qui que ce soit, qui se replie sur lui-même. Et nous, sincèrement, dans notre conviction économique, nous croyons que l'Afrique devrait commencer par cela. Mais donc, ça, c'est un autre débat. Et au-delà aussi de l'union économique, il y a ce qu'on appelle l'union économique et monétaire, l'UEM, qui est le stade le plus avancé, le stade ultime, en tout cas, de l'intégration. Aujourd'hui, l'UEMOA est à ce stade-là, n'est-ce pas? L'UEMOA qui fait partie d'une CR, il faut le préciser. Donc, revenons à la zone de libre-échange. La zone de libre-échange, quelle est son opportunité? En fait, il y a un économiste qui s'appelle Paul Krugman. Krugman parlait déjà de ce qu'on appelle du commerce international. Il disait que dans le commerce international, tous les pays ne sont pas gagnants en réalité. Et c'est normal. Chacun ne s'en sort pas gagnant. Je vous donne l'exemple de l'ALENA.
L'ALENA est un espace de libre-échange, hein. C'est l'accord de libre-échange, en tout cas économique, du continent nord-américain. Elle lie le Mexique, le Canada et les États-Unis. Et l'ALENA, aujourd'hui, en 2018, elle est remise en question. Les Mexicains, les Canadiens, tous ces pays-là remettent en question même l'accord de libre-échange parce que ça ne les profite pas. Aujourd'hui, les États-Unis ont lancé même, veulent avoir une autre zone de libre-échange avec l'Europe, ce qu'on appelle le TAFTA, que beaucoup d'Européens refusent en réalité. Ils disent que ce n'est pas bon pour eux. Et c'est très vrai. Donc, dans l'accord de libre-échange, tous les pays ne sortent pas gagnants. Donc, concernant l'ALENA, je disais tantôt qu'il y a eu plus de 700 000 emplois qui ont été perdus pour les États-Unis, n'est-ce pas? Et ça, c'est extraordinaire. Le taux de pauvreté pour le Mexique a augmenté. Il y a eu plus de pauvres, etc., etc. Donc, une zone de libre-échange, aujourd'hui, il y en a plus de 150 dans le monde. Permettez-moi aussi de déconstruire quelque chose qu'on veut nous faire croire, que des pays qui sont voisins doivent être en libre-échange. Ce n'est pas vrai. Des pays ont été en libre-échange avec d'autres pays qui ne partagent pas la même géographie. C'est le cas même de la zone de libre-échange qui avait lié les États-Unis et l'URSS, je veux dire, et l'Israël. Israël a une zone de libre-échange avec les États-Unis. Pourtant, ils n'ont pas de frontières communes. Donc, les États-Unis aujourd'hui sont en train de négocier une zone de libre-échange avec le continent européen à travers ce qu'on appelle le NAFTA, n'est-ce pas? C'est pas des voisins géographiques. En fait, une zone de libre-échange est d'abord conditionnée par des intérêts commerciaux que nous entretenons. C'est parce que nous sommes en commerce, que notre commerce est vraiment très élevé, qu'on a besoin d'être en zone de libre-échange. C'est la seule chose. Hein. C'est simplement cela. Aujourd'hui, vous verrez que en Afrique, depuis 1960 à nos jours, le commerce intra-africain peine à dépasser les 10%. Même si on parle de 10-12%, c'est pas vrai. Les statistiques réelles parlent de 10%. 10% est le taux de commerce de l'Afrique avec les Africains. Les Africains ne commercent pas entre eux. Et c'est très normal. Les Africains, de par la colonisation, se sont fait vraiment conditionner dans ce qu'on appelle la paupérisation institutionnelle. Les Européens ont voulu garder ces trésors-là en état sauvage en réalité. Donc ils ont tout fait pour décourager l'industrialisation des pays africains. Donc les Africains se sont spécialisés en commerce de matières premières. En fait, ils échangent des matières premières. Et les matières premières, je vous donne l'exemple de ma zone. Moi, je suis dans la zone UEMOA. Et dans ma zone, nous sommes 8 pays. Le Sénégal en fait partie. Sur ces 8 pays, par rapport à la filière du coton, 6 pays sur 8 produisent le coton. N'est-ce pas? Les 2 plus grands producteurs africains sont dans ma zone. C'est le Mali et le Burkina. N'est-ce pas? Mais il n'est pas pertinent ni censé que ces pays-là échangent leur coton parce que chacun a son coton. Donc, des pays qui ont des produits non substituables, des produits qui ne sont pas complémentaires, sont vraiment très très mal placés pour pouvoir être en échange commercial. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur le continent. La majorité des pays, en tout cas sur les 53 pays ou 54 pays, donc vous verrez que la majorité se sont spécialisés dans le commerce de matières premières. Et leur premier partenaire, mais il se trouve hors du continent africain. C'est des pays européens, c'est les États-Unis, c'est des pays asiatiques, c'est la Chine, etc. Donc d'abord, le commerce intra-africain ne favorise pas et ne justifie pas qu'on mette en place une zone de libre-échange, même si d'autres experts voient que la zone de libre-échange serait en tout cas un booster du commerce intra-africain, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a aucune étude sérieuse qui l'a démontré, sincèrement. Donc déjà, il y a une désinformation par rapport à cela. Une zone de libre-échange, on l'a parce qu'on a des volontés communes, on a des politiques commerciales communes. Ce n'est pas aussi le cas en Afrique. Dans le continent africain, il n'y a pas cette grande solidarité-là qu'on veut nous faire croire. C'est pas effectif. Donc, les enjeux aujourd'hui, par rapport au continent africain, mais elles sont tout autres. Elles ne sont pas liées à la libre-échange, en fait. Et la libre-échange même, permettez-moi d'y revenir. Je pense que vous avez un peu lu en 2016 une publication de 3 grands économistes, en tout cas du FMI. Il s'agit de Jonathan Ostry, il s'agit aussi de Lungani et surtout Furseri. Tous ces 3-là ont fait un document en juin 2016 qu'ils ont appelé néolibéralisme oversold. Donc pour dire que le néolibéralisme vraiment sincèrement, elle fait beaucoup plus de mal dans le monde que tous les autres courants. Ce néolibéralisme-là est basé essentiellement sur deux points essentiels. La première, c'est
euh, comment dirais-je, c'est la concurrence, l'approche concurrentielle. Il stimule la concurrence par la déréglementation, par l'ouverture des marchés. Ça, c'est la première base, en tout cas, de ce qu'on appelle le néolibéralisme. La seconde base, en fait, c'est le désengagement de l'État. Il faut désengager l'État dans les affaires économiques et dans les affaires publiques par la privatisation, voilà, par d'autres moyens. Donc ces deux piliers-là ont été essentiels pour garder dans la pauvreté beaucoup de pays africains. Donc la majeure partie des pays africains sont gardés, sérieusement gardés, par des approches néolibérales que pratiquent les organisations internationales qui sont d'obédience américaine, je veux dire, parce que c'est les États-Unis qui dirigent ces institutions-là. Donc déjà la zone libre-échange est une pratique du néolibéralisme. Néolibéralisme qui, depuis les années 80, avec les grandes déréglementations, depuis la suspension de 76 accords de Jamaïque, la suspension du système monétaire international, on connaît actuellement toutes les grandes crises qui ont été orchestrées et qui ont eu lieu dans des pays africains. Ces crises-là sont d'origine institutionnelle. C'est des pays du Nord qui ont par des pratiques et par des politiques, des programmes qui sont, voilà, pour aider ces pays, soi-disant aider ces pays, ceux qui ont créé le plus grand mal, en tout cas, pour ces pays. Donc, déjà, l'approche, elle n'est pas bonne parce que l'approche est néolibérale et elle ne prend pas en compte les aspects socio-économiques, les aspects sociétal, social, environnemental. Toutes ces approches-là ne sont pas prises en compte dans l'approche néolibérale, qui est obnubilée par le profit. Rappelez-vous de l'ouvrage de comment on l'appelle, Kropotkin. Kropotkin avait écrit un ouvrage par rapport à qu'il avait intitulé L'entraide, n'est-ce pas, pour dire que la solidarité fait mieux avancer l'humanité que, comment dirais-je, que la concurrence en réalité. Donc, cette approche concurrentielle-là n'est pas une très bonne chose en réalité, eu égard à la fragilité, en tout cas sociale, à la fragilité environnementale du continent africain. D'abord, on a un problème, nous, par rapport à ce niveau-là. Secondo, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, il y a 4 problématiques qui sont les bases même d'une réflexion sérieuse, en tout cas, sur le continent africain. Parce que vous avez, je pense bien que vous avez lu l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'Union africaine a mis en place un agenda 2063 à l'occasion de son cinquantenaire, où il explique et décline réellement sa vision, en tout cas, d'ici 2063. Mais l'agenda 2063 n'est pas ambitieux. Je vous conseille vivement de le lire. Peut-être que je vais faire un live sur ça pour expliquer davantage les tenants et aboutissants de ce que l'Union africaine nous offre en réalité. Donc, à notre niveau, il y a 4 points qui semblent essentiels sur le continent africain et que les pays africains n'ont pas encore réglés. La première, c'est la question des frontières. Il n'y a pas une lisibilité des frontières sur le sol africain. C'est pour ça que n'importe quel groupe terroriste, un groupe djihadiste, peuvent s'établir entre 2 frontières, semer la terreur et perturber la paix et la stabilité des pays. Donc il nous faut une lisibilité sur les frontières. Il nous faut une sécurité sur les frontières. Ça, c'est très important. Le second aspect est lié à la paix. Il nous faut avoir une armée même africaine. Cette aurait été beaucoup plus sérieuse de tout faire pour la FAA, les forces africaines en attente. Ils sont toujours en attente. Hein? Donc, avoir ces forces africaines-là pour régler les problèmes du continent, au Soudan aujourd'hui, il y a ces mêmes problèmes, au Mali, il y a ces problèmes, au Nigeria, au Sénégal, mais il y a dans beaucoup de pays, en Centrafrique, il y a des problèmes et ces pays africains-là sollicitent la présence étrangère pour pouvoir régler leurs problèmes. Ça, l'Union africaine, c'est un défi majeur que l'Union africaine doit régler, n'est-ce pas? Le tertiaire, le problème infrastructurel. On ne peut pas être en commerce alors qu'on n'a même pas des infrastructures. Pour rappel, je voulais vous dire que aujourd'hui, le commerce intra-africain se passe à 90% au niveau maritime. C'est par les ports, c'est par des bateaux que le commerce africain se fait, à 90%. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure entre nous sérieuse. Il n'y a pas de route, de très bonne route. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de trains pour joindre l'Est à l'Ouest, le Nord au Sud. Non. Et c'était ça le rêve africain en réalité. Les grands penseurs africains comme Nkrumah rêvaient de ça en réalité. Donc au-delà de ça, il n'y a pas assez d'infrastructures, même aériennes. Aujourd'hui, l'aviation au niveau de l'Afrique. Mais il devait y avoir une compagnie africaine. Air Afrique ne devait pas mourir en réalité. Et donc, une compagnie africaine d'ensemble où tous les pays sont actionnaires à part égale, gérée par l'Union africaine, mais ça, c'était une priorité.
c'est une priorité. Et quatrièmement, le problème énergétique. On ne peut pas avoir des problèmes d'énergie, voilà, et vouloir travailler. Les machines, l'industrialisation, l'informatisation. Mais tout cela passe par du courant. C'est le courant électrique. Et en Afrique, plus de 600 millions de personnes vivent sans courant. Donc voilà les difficultés. Et pourtant, on a des cours d'eau et des lacs qui peuvent à eux seuls gérer l'ensemble de l'approvisionnement du continent africain. Je prends l'exemple du fleuve Guinée. Ici en Guinée-Conakry, la Guinée-Conakry peut approvisionner toute l'Afrique de l'Ouest en courant sans pour autant détruire absolument rien de son écosystème. Donc nous avons des enjeux extrêmement importants, des choses qu'on doit régler pour pouvoir servir de base à une quelconque intégration future que nous devons avoir. Ça, c'est, à mon avis, c'est très important. Ces défis-là qui doivent être relevés, ce sont les premiers en tout cas. Mais aussi en matière de sécurité. La sécurité, elle est vraiment elle est importante, elle est obligatoire. Et quand je parle de sécurité, je parle aussi bien de sécurité physique que de sécurité des affaires. Entre parenthèses, je vais vous donner une anecdote. Récemment, l'Union africaine a reçu de la Chine un cadeau. La Chine a construit le bâtiment même de l'Union africaine, n'est-ce pas? Donc à un coût de 200 millions de dollars. Donc l'Union africaine ne devait pas accepter, mais ça c'est extraordinaire, 54 pays souverains ne peuvent pas construire le siège de leur organisation. C'est pathétique. Et la Chine aussi, en construisant cet immeuble-là, la Chine a monté des machines de surveillance. En fait, l'Union africaine s'est rendu compte, il n'y a même pas un an, qu'ils étaient sous haute surveillance. Ils ont été espionnés pendant des années par la Chine. Toutes les décisions, toutes les conférences, toutes les réunions qui ont été faites dans ce bâtiment-là n'ont pas échappé à l'espionnage russe, à l'espionnage chinois et à l'espionnage américain. Donc pour dire qu'il y a des enjeux de sécurité qui se présentent sur le continent. Donc les Africains doivent pouvoir prendre en charge cet aspect-là, avoir leur propre unité, leur propre programme, ne pas utiliser des programmes extérieurs, ne pas utiliser des serveurs étrangers pour communiquer entre eux, ne pas utiliser des opérateurs téléphoniques qui nous viennent d'étrangers, qui gardent les communications à l'étranger. Mais voilà beaucoup d'enjeux que les Africains doivent essayer de régler. Maintenant, revenons à nos zones. Les 8 zones, les 8 centres, CR, on les appelle les CR, des communautés économiques régionales. Ces communautés-là, il s'agit de la communauté de l'Afrique centrale. Il s'agit aussi de la CEDEAO, la communauté dans laquelle moi je réside. Il s'agit de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, n'est-ce pas, la troisième. Il s'agit du COMESA, du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Il s'agit de la communauté des États sahélo-sahariens, la CENSAD. Il s'agit aussi de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAEDC, qu'on appelle la SADC. Il s'agit aussi de l'autorité intergouvernementale de développement, l'IGAD. Donc ces 8 communautés-là, c'est eux qui composent le continent africain. Maintenant, ma question est la suivante. La zone de libre-échange n'a pas réellement marché entre ces zones-là. Dans chacune de ces zones-là, la zone de libre-échange n'a pas marché. Maintenant, comment faire pour l'agréger sur un point continental, avec beaucoup plus de problèmes, avec une taille beaucoup plus grande? Sincèrement, elle ne marchera pas. Ça, c'est la conviction que j'ai, l'intime conviction que j'ai. Et ça ne fait pas de moi un anti-panafricaniste. J'aime l'Afrique et je crois sincèrement qu'on a des chances lorsque nous serons regroupés. Mais ce regroupement-là doit obéir à des règles et il y a des préalables à respecter et à régler pour pouvoir, espérer le faire bien. Parce qu'on n'est pas simplement en commerce pour être en commerce. C'est pas cela le but. On est en commerce d'abord parce qu'on a des intérêts. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Il faut qu'on ait intérêt à échanger, qu'on ait des besoins réciproques. Mais il nous faut d'abord miser sur l'industrialisation avant cela. Quelqu'un qui a des produits de base, des produits qui coûtent 50 francs le kilogramme, des matières premières, et qui importe des produits qui coûtent des 10 000 francs et des millions, parce que des véhicules et tout, ça coûte des millions. Donc c'est des pays qui sont structurellement déficitaires dans leur balance commerciale, déficitaires dans leur balance des paiements. Donc c'est des pays qui sont honnêtement désorganisés et désarticulés. Et c'est ça l'héritage colonial. Le colon a laissé une organisation désarticulée et désorganisée pour que ces pays-là se maintiennent, s'auto-maintiennent dans la pauvreté et dans la dépendance.
C'était ça même le jeu de ce qu'on appelle voilà, la décolonisation. Donc aujourd'hui, l'Union africaine, c'est vrai qu'il nous faut rappeler un peu les objectifs de l'Union africaine, objectifs qui nous semblent vraiment à peu près extraordinaires. L'Union africaine a son premier objectif, c'est réaliser l'unité et la solidarité des États africains et des peuples d'Afrique. De défendre la souveraineté, l'intégrité et l'indépendance. Tous ces buts-là, je vais les citer nommément, mais l'Union africaine a échoué là-dessus. Et il y a des cas d'espèces qui sont là dans le continent. Accélérer l'intégration politique et socio-économique. Promouvoir et défendre les positions africaines communes. Favoriser la coopération internationale. Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité. Promouvoir et protéger les droits de l'homme. Créer les conditions permettant au continent de jouer son rôle. Œuvrer en vue de l'éradication des maladies. Coordonner les communautés économiques régionales et accélérer le développement du continent africain. Voilà les 14 objectifs que l'Union africaine s'est officiellement fixés lors du sommet de Durban. Donc vous verrez que sincèrement, sur ces objectifs-là, l'Union africaine marque un échec. L'Union africaine a des problèmes. Déjà, à titre d'exemple, l'Union africaine, son budget, le budget de l'Union africaine est supporté à plus de 75% par des partenaires étrangers. L'Union européenne, la Chine, les États-Unis, l'Angleterre. Donc c'est des pays qui participent dans le budget de fonctionnement et le budget en fait de l'Union africaine. Les pays de l'Union africaine, les 54 pays, leur contribution se chiffre autour de 25%. C'est le quart du budget. Et sur ce quart-là, certains pays participent plus que d'autres. Et donc, on va tout droit dans un rapport de force, comme ce qui s'est passé à l'ONU, que certains pays déjà sont appelés les Big Five, les grands cinq. Et ces grands cinq-là, c'est eux qui participent le plus. Et donc, on va dans un environnement, en tout cas, de droit de veto pour certains pays et de prééminence de la décision ou bien de l'avis de certains pays au détriment des autres. Alors que sur la sphère internationale, l'égalité et l'égale souveraineté des États est un principe, n'est-ce pas? C'est un principe. Donc, aujourd'hui, nous parlons un peu de la ZLEC. Je disais tantôt que la ZLEC n'était pas opportune. Il y avait des priorités. Il y avait des ajustements à faire au niveau de chaque zone. Il y a des zones actuellement qui sont en retard. C'est le cas de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, n'est-ce pas, qui est une zone qui est paralysée à cause de la compétition, la concurrence qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc, à cause aussi des problèmes de souveraineté entre le Maroc et la République sahraoui. Il y a des problèmes au niveau, à cause du couple Mauritanie-Algérie qui fait du tort au Maroc, etc., etc. Donc il y a des réels problèmes, en tout cas, géopolitiques et géostratégiques sur certaines zones qui n'ont pas marché. Maintenant, au niveau régional, si ça ne marche pas, en l'agrégeant au niveau continental aussi, on est sûr et certain que ça ne marchera pas. Primo. Secondo, la ZLEC, à mon niveau, je ne la soutiens pas. Pour moi, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée de se précipiter dans la ZLEC, même si c'est une excellente idée de la faire, mais sous peu, avec des réformes idoines. Donc la ZLEC, à mon avis, c'est un problème triplement problématique. La première, en fait, c'est un contournement essentiel de l'Union européenne par rapport à ses APE. Les APE, il ne faut pas l'oublier, les APE, c'est quelque chose de très dangereux pour le continent africain. Une commission de l'Union européenne l'a dit. Donc moi, j'ai le rapport de l'Union européenne sur les APE. La société civile européenne, en tout cas, dénonce ces APE-là. Et eux, c'est des Français, des Européens, qui disent que ces APE ne seront pas bonnes pour les pays africains. Pendant ce temps, des pays africains se précipitent à la signature, tels que le Ghana, la Côte d'Ivoire. Bon, pour ces pays même, quand même, on sait qu'ils ont été un peu forcés. On les a forcés la main pour pouvoir signer. Parce qu'en fait, c'est des pays qui réellement ne sont pas des PMA. Donc, on les a obligés de signer, sans quoi les avantages et les aides qu'on les octroyait devront être éliminés. Donc, c'est sous cette menace que ces pays-là ont signé. La chose, se sait. Donc, cette ZLEC-là, déjà, elle n'a pas été totalement effective. Sur 54 pays, il n'y a que 44 pays qui ont signé. Déjà, ça, c'est un manquement par rapport à l'idée de création de la zone de libre-échange. Les concertations n'ont pas été poursuivies jusqu'au bout.
étant donné que plus de 10 pays se sont abstenus. D'abord, primo, ça c'est une remarque. Secondo, on a eu écho et connaissance de beaucoup de pays qui ont été obligés, je vais dire, obligés de signer cette ZLEC-là sous la pression de l'Union européenne. L'Union européenne a un intérêt extraordinaire à ce que cette ZLEC-là entre en vigueur. Donc il y a plus de 15 pays qui ont reçu des injonctions, en tout cas, de signature. Ceci nous pose grandement problème. Si notre intégration, en tout cas, dans notre zone, dans le continent, si la suppression des barrières tarifaires dans notre zone intéresse à ce point l'Union européenne pour qu'il utilise son poids pour faire signer des pays, c'est parce que cette zone de libre-échange ne profitera pas réellement à beaucoup de pays africains. Elle va mieux profiter à l'Union européenne que des pays africains. Rappelez-vous, je vous parlais tout à l'heure du traité d'Abuja de 1991. Depuis 1991, la chose était claire. On allait vers une zone de libre-échange. L'Union européenne le savait. L'Union européenne, depuis les années 2000, a investi le continent africain. Aujourd'hui, en Afrique, c'est un phénomène assez extraordinaire. Plus de 2000 entreprises qui évoluent de manière vraiment significative sur le continent africain par rapport au secteur privé. Mais c'est un privé qui n'est pas africain en réalité. C'est des multinationales étrangères. À 48%, c'est des Européens. Maintenant, les Chinois, les Turcs, les Indiens et les Américains, les autres pays sont là. Donc, pour dire que cette zone de libre-échange, il y a une délocalisation extraordinaire de l'Europe, surtout des pays, des entreprises françaises, par exemple. Je donne l'exemple, en tout cas, du Maroc. Le Maroc a reçu plus de 1000 entreprises étrangères qui se sont établies là-bas. Délocalisent leur activité, ils sont sur le sol marocain, ils opèrent en tant qu'entreprise marocaine, alors que ce n'est pas des Marocains. Et ces pays-là, à cœur joie, mais ils vont bouffer le marché africain. Donc, aujourd'hui, il y a des organisations à l'ombre qui sont sur le sol africain sans pour autant être des propriétés africaines. Ils vont œuvrer, cette zone de libre-échange-là va être un gâteau à se partager. Ce qui est de deux. Tertio, cette zone de libre-échange-là a été signée par beaucoup de pays avec des réserves, ce qui n'est pas censé. Je donne l'exemple du Sénégal. Le Sénégal a signé cette zone de libre-échange avec réserve. Sur les matières aéronautiques, sur les matières de transport aérien, sur les matières minières, sur beaucoup de matières, le Sénégal a dit que non, je ne veux pas être en libre-échange. Parce qu'aujourd'hui, le marché africain, il faut le dire, il est dominé par 4 compagnies aériennes. C'est la Kenyan Airlines, Ethiopia Airlines, Royal Air Maroc, n'est-ce pas, et South African Airlines. Donc ces 4 pays-là ont cette puissance-là pour pouvoir, ils vont gagner. Ils vont gagner, il faut le dire. Hein. Donc, beaucoup de pays ont signé avec des réserves, ce qui n'est pas du tout bon pour une zone de libre-échange. Une zone de libre-échange, suppression des tarifs des barrières. Donc, honnêtement, elle devait être généralisée. Mais tertio aussi, des mécanismes, en tout cas, de substitution ou de compensation n'ont pas été faits. Il n'y a pas une analyse sérieuse, je vais dire, l'Union africaine. Je les ai suivis, je les ai demandés. Il n'y a pas une analyse sérieuse qui a été faite par rapport aux impacts de cette zone-là, sauf le discours officiel et ce qui se dit partout. Chaque fois que des gens voudront entrer en zone, ils vont dire que voilà, ce sera bien pour le PIB va augmenter, ce sera bien pour le chômage, ce sera bien pour la consommation, les consommateurs vont gagner, ils vont avoir le choix. Donc c'est les mêmes bobards qui sont dits partout. Alors qu'en réalité, dans le fond, c'est les banques et les grandes multinationales qui vont gagner dans une zone de libre-échange. Ça, c'est un fait. Donc, aujourd'hui, il nous faut comprendre que cette zone de libre-échange-là a été faite à la hâtive, comme d'habitude. Beaucoup de projets de l'Union africaine ont été bâclés. On s'est pressé de faire des choses qu'on pouvait vraiment garantir et même régler les préalables pour pouvoir le faire. Mais secondo, la pertinence même de la chose pour des pays qui n'entretiennent pas de commerce et que des étrangers se trouvent parmi eux. Des pays qui sont essentiellement, je vais dire, qui vivent de taxes. Parce que souvenez-vous, depuis le démantèlement par le Fonds meurtrier international, le FMI, moi je l'appelle le Fonds meurtrier. Donc le Fonds meurtrier joue en fait le jeu des puissances du Nord. Elle est dirigée par les États-Unis et ses alliés. Donc ils sont sur le continent africain pour garantir les intérêts des capitaux, en fait, les capitaux étrangers. Donc les mesures que le Fonds avait fait avaient dépossédé tous les États de leur fleuron de l'économie. Toutes les entreprises qui étaient très bonnes, qui pouvaient avoir des impacts significatifs sur les économies de ces pays-là, mais on les avait forcés à les privatiser. Aujourd'hui, les États africains, à plus de 60%,
Ils ne vivent que de droits de douane et de taxes et d'impôts. C'est des États qui n'ont pas de source de revenus réels, sauf pour des États nouveaux qui ont commencé à découvrir des ressources donc stratégiques. Donc, mais ces États-là vivent beaucoup plus des droits de douane. Démanteler et interdire ces droits de douane-là, mais c'est des manques à gagner sur les budgets de ces pays-là. Et ces pays déjà sont en déficit budgétaire chronique. Ils sont toujours en déficit. Ils sont toujours dans des dispositions de lever des fonds dans des marchés. Alourdir le fardeau de la dette. La dette qui est un des fondements même du système néolibéral. Cette dette-là, elle a été créée de toutes pièces. Donc ça, il faut... Peut-être on va prendre une autre fois, une autre opportunité pour pouvoir parler un peu de la dette du PIB. Donc voilà, et ces indicateurs-là qui sont vraiment fous. Je veux dire que ces indicateurs que les économistes nous servent chaque fois, c'est les indicateurs qui ne renseignent absolument de rien. Je donne l'exemple souvent du PIB. Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées dans un État. Et on a tout fait pour supprimer le PNB au profit du PIB. Parce que c'était dans une optique d'internationalisation, même de mondialisation de l'économie. Parce que les puissances du Nord voulaient envahir les États du Sud et ne voulaient pas qu'il y ait des sentiments nationalistes qui vont éveiller. Donc ce PIB-là ne renseigne absolument en rien sur l'état de santé financière d'une économie, non. L'indice de Gini, par contre, qui montre, qui voit un peu la répartition des choses, est un peu significatif. Mais le PIB ne veut absolument rien dire. Secondo, si on veut mesurer la dette par rapport au PIB, sachant que c'est des États qui sont majoritairement, ce PIB-là a été fait par des entreprises privées, c'est pas comme dans le système russe, par exemple, dans les économies centralement planifiées, qu'on appelle les ECP, où tout est propriété de l'État. Là-bas, c'est censé et c'est pertinent qu'on mesure la dette publique par rapport au PIB. Mais pour un État qui n'a pas fait, qui n'est pas créateur de ces valeurs ajoutées-là, mesurer le PIB, la dette par rapport au PIB n'est pas censée. Elle n'est pas pertinente. Et aujourd'hui, c'est dans cette sphère-là que les néolibéraux ont inscrit le monde. C'est un monde aujourd'hui qui suit, qui valse ou bien qui danse au rythme d'une musique privée, d'une musique étrangère en réalité. Donc, ça c'est mon grand professeur Noreyni Baye Oussou. Donc, je te présente ma ziara. Donc, c'était un peu une approche aujourd'hui par rapport à la ZLEC. Donc, j'étais un peu sidéré de voir que les grands cadres africains qu'on attendait sur cette analyse-là ne se sont pas prononcés là-dessus. Ils préfèrent parler des Toubab. Donc, et ça, c'est un des aspects, pas même du néocolonialisme, mais de ce qu'on appelle la neurocolonisation. En fait, c'est la colonisation des neurones. Ils ont colonisé l'esprit des Africains à telle enseigne que les Africains se sentent beaucoup plus concernés de discuter des affaires européennes et américaines que des affaires africaines. Et nous n'avons que l'Afrique. L'Afrique est notre terroir, l'Afrique est notre propriété, l'Afrique est notre chez nous. Nous devons discuter chaque instant de l'Afrique. Nous devons essayer d'améliorer ce qui se fait sur le continent. Nous devons prétendre, aspirer à vouloir faire changer les choses. Parce que l'Afrique, sincèrement, c'est le futur de l'humanité. Et un des aspects aussi qui n'est presque nulle part pris en compte quand il s'agit d'accords de libre-échange, c'est la question de l'agriculture. Aujourd'hui, l'Afrique a des territoires arables beaucoup plus extraordinaires, en tout cas beaucoup plus élevés du monde. Donc, et cette ZLEC-là ne prend pas en compte cette approche-là. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Aujourd'hui, des multinationales ou bien des étrangers sont sur le continent africain. Ils viennent en Afrique, ils achètent des terres, ils se mettent à la culture, à l'agriculture. Ils embauchent des femmes, des anciens propriétaires terriens. C'est le cas des Espagnols, c'est le cas des Chinois, c'est le cas des Indiens, des Saoudiens même maintenant, et même des Européens. Donc, pour dire que il est temps de revoir un peu la gestion du continent. Et c'est là-bas où j'attends l'Union africaine. L'Union africaine, sincèrement, a beaucoup de choses à faire par rapport à cela. Et donc, voilà. On m'a posé la question à savoir pourquoi le Nigeria. Effectivement, je le disais tout à l'heure. Le Nigeria, le traité d'Abuja, c'était en 1991. C'est ce traité-là même qui a théorisé la zone de libre-échange. Et bizarrement, le Nigeria n'a pas signé. Pourquoi le Nigeria n'a pas signé? Donc, à mon avis, je ne sais pas, mais à mon avis, le Nigeria déjà a connu une récession économique il n'y a même pas un an. Le Nigeria avait connu, les cours du pétrole avaient vraiment influé sur son économie. Le Nigeria se portait très mal. Il faut rappeler que le Nigeria est un pays où le secteur privé est très fort.
Et tout pays qui se veut en tout cas d'être compétitif, d'aller envahir d'autres marchés, doit miser sur le secteur privé. Au Nigeria, le secteur privé est très fort. Et l'État prend des décisions en fonction du secteur privé. Le secteur privé n'est pas à son avantage, en tout cas, dans son espace, ce qu'on appelle la CEDEAO, donc dans son espace économique et dans ses partenariats avec ses pays alliés. Le Nigeria est déjà à l'aise. Il n'a pas besoin de la zone de libre-échange pour pouvoir s'exprimer et pouvoir vendre plus ou mieux. Non. Le Nigeria n'est pas dans cette dynamique-là. Secondo. Tertio, il faut dire que le Nigeria, que le président Buhari, avait été sévèrement critiqué lors de la récession qu'a connue le Nigeria. Même au sein de son propre parti, ils l'ont critiqué pour avoir été un peu passif face à la crise. Et donc aujourd'hui, il ne veut pas vexer le secteur privé national. C'est ça la réalité. Le secteur privé n'est pas encore prêt. Même si le Nigeria a été à tous les rounds de négociation par rapport à cette ZLEC, n'est-ce pas? Et maintenant, Quartio, il faut comprendre aussi que le Nigeria a compris que franchement, on est en zone libre-échange parce qu'on échange. Le Nigeria n'échange pratiquement pas beaucoup avec les pays africains. Ses premiers partenaires, en fait, les premiers clients du Nigeria, le premier client, c'est les États-Unis, avec plus de 30% de ses ventes. Le Brésil, l'Inde, l'Espagne et la France. Voici les 5 premiers clients du Nigeria. Vous voyez qu'il n'y a pas un pays africain dedans. Par rapport à ses fournisseurs, ceux qui fournissent au Nigeria, ceux à qui le Nigeria achète, les 5 premiers fournisseurs, mais le premier c'est la Chine, les Pays-Bas, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Voici les 5 premiers fournisseurs du Nigeria. Vous concevrez avec moi que ce pays-là, sincèrement, ne voit pas dans le ZLEC une priorité. Encore que ce pays-là a des problèmes de sécurité chez lui. Des problèmes de sécurité très sérieux même d'ailleurs, avec Boko Haram, avec voilà, toute autre chose, hein, tout un décryptage aussi géopolitique qu'il y a lieu de faire sur le continent. Donc à peu près voici les raisons pour lesquelles le Nigeria n'a pas pris part pour l'instant, même si dans un futur proche, si cette zone de libre-échange est améliorée, si on revoit un peu les bases de l'intégration, le Nigeria serait volontiers, va adhérer. Donc voilà aujourd'hui un peu ce petit décryptage qu'on voulait faire par rapport à l'actualité sur le continent. Donc rappelez-vous que pour jauger et analyser une communauté, une intégration, il faut qu'on jauge le commerce et l'intégration des marchés. Sur ce point-là, le continent africain est à presque 10%. Donc les marchés ne sont pas intégrés, ils sont désarticulés. Et le commerce se chiffre à 10%. Il faut jauger aussi la libre circulation des personnes. Aujourd'hui, la libre circulation des personnes sur des papiers entre les zones, c'est vrai, mais dans la pratique, elle n'est pas vraie. Donc dans la zone UEMOA où je me trouve, dans la zone CEDEAO, les personnes ne circulent pas librement. N'est-ce pas? Il y a des montages de 1000 francs. Il y a des barrières de 1000 francs qu'il faut respecter pour pouvoir se mouvoir. Donc la libre circulation aujourd'hui est toujours utopique. Je parlais aussi de la convergence des politiques macroéconomiques. Il n'y en a pas en Afrique. N'est-ce pas? Déjà, des politiques macroéconomiques dans le continent africain, chaque gouvernement qui vient, il change essentiellement et totalement l'orientation politique qu'il y avait dans son pays. Il n'y a pas une continuité dans ces États-là. Donc, au-delà de ça, il y a la paix, la sécurité et la stabilité. Et surtout la bonne gouvernance, c'est un point essentiel qu'il faut régler aujourd'hui avant de pouvoir faire du commerce. Parce qu'on commerce, pourquoi? Parce qu'on est déjà stable. Mais quand il y a des missiles et des bombes, quand il y a l'insécurité, mais nous ne sommes pas intéressés par ce commerce-là. Nous allons simplement essayer de nous sauver. Donc, au-delà de ça, il y a aussi l'harmonisation des politiques sectorielles. Ces 5 points-là me semblent essentiels pour analyser et décrypter un peu une quelconque communauté économique. Et je vous remercie en tout cas d'avoir un peu accordé de votre temps pour pouvoir échanger. J'avais bien aimé avoir des questions pour pouvoir un peu participer à une meilleure connaissance en tout cas du continent africain, parce que je me rends compte que les Africains méconnaissent grandement l'Afrique. J'ai fait l'expérience avec des étudiants que j'ai en les demandant les gouvernants en tout cas des pays limitrophes. Moi qui suis au Sénégal avec des étudiants de master, je les ai demandé les premiers ministres qu'il y avait dans les pays limitrophes. En Gambie, ils ne savaient pas. Qui était le premier ministre de la Guinée, ils ne savaient pas. Le premier ministre du Mali, il ne savait pas. Au Sénégal, des étrangers qui étaient dans cette classe-là ne savaient même pas le premier ministre du Sénégal. Et pourtant, tous ces élèves-là connaissaient très bien qui était le premier ministre de la France.
n'est-ce pas, le président de la Tanzanie, il ne le connaissait pas, le président du Rwanda, quelques savaient, mais les présidents des États-Unis, de la Chine, tous ces pays, les grands pays, en tout cas du G8, ils connaissaient tous. Donc pour dire qu'on a un problème d'information, on a un problème de fierté au niveau du continent africain. Les Africains ont été si longtemps abétis, si longtemps muselés, si longtemps éduqués et orientés dans l'adulation de leurs bourreaux, des blancs, qu'ils ont oublié leurs frères. Donc voilà, on va Inch'Allah continuer dans cette lancée à faire savoir, à faire connaître les institutions du continent, les orientations du continent, les pratiques et même les actes que posent nos dirigeants du continent. Sont-ils pour l'intérêt des pays africains ou pas? Quelle analyse pouvons-nous en faire? Quel impact à court, moyen et long terme? Tout ceci entre dans le cadre de la conscientisation citoyenne, qui est assez important, que les Africains ont besoin pour pouvoir prendre en charge leur propre destinée. Parce qu'aujourd'hui, il faut un engagement patriotique, un engagement citoyen. Et cet engagement-là doit être basé sur la compréhension et une pleine connaissance de ce qui se fait, et ce qui se passe. Pas sur des passions ou sur des mécontentements. Donc, je vous remercie amplement d'avoir suivi ce live. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un excellent week-end et bien des choses à la fin.